Netanyahou a eu une conversation avec Vladimir Poutine à la veille de la consolidation du partenariat stratégique entre l'Iran et la Russie, au cours de laquelle il a exprimé son désintérêt pour la guerre. Poutine aurait ensuite transmis ce message à l'Iran. Israël agit souvent ainsi. Ils utilisent des négociations ou des intermédiaires, déclarant ne pas vouloir la guerre, puis finissent par frapper et mener des opérations militaires. Mais il y a toutes sortes de discussions sur le réarmement de l'Iran, sur sa recherche de nouvelles armes. Une fuite provenant de Black Mirror a évoqué des armes russes, par exemple les avions Su-35. Et il est maintenant rapporté qu'il chercherait à se procurer des armes chinoises, des systèmes de défense aérienne, voire des missiles, des véhicules aériens sans pilote et des drones en provenance de Chine. Ce soi-disant cessez-le-feu, selon certains, pourrait être un prélude à une concentration accrue sur l'Iran. Eh bien, juste en guise de note de bas de page, Iran International n'a rien à voir avec l'Iran. C'est un programme de la CIA et du Mossad. Ce sont des agents de l'Empire. Mais ce qui est important, je pense, c'est que le président Poutine a diffusé cette information. Et je pense qu'il l'a fait pour une raison, car il n'était pas obligé de la rendre publique. Je pense qu'il voulait rendre la situation plus coûteuse pour le régime israélien s'il décidait de mener une guerre, ce qui à mon avis est tout à fait possible, qu'il lance une nouvelle attaque. Et je pense que les Iraniens, j'en suis sûr, je sais que les Iraniens se préparent à ce scénario. C'est un peu comme ce que Trump a fait, mais Trump l'a fait sans s'en rendre compte, je pense, lorsqu'il a dit qu'il n'y aurait pas une autre guerre, et il l'a souligné. Il l'a dit, vous savez, je crois 2 fois dans cette interview, et il a insisté sur le fait qu'il n'y a plus de guerre. Eh bien, s'il y a une guerre, ça va très mal paraître pour Trump. S'il lance une autre attaque éclair contre l'Iran, une autre attaque non provoquée, ce sera une insulte à la Russie et au président Poutine, car cela le fera paraître faible. Et je pense que c'est pour cela que le président Poutine a fait cela. Il voulait placer Netanyahou dans une position difficile. C'est simplement mon interprétation personnelle. Je ne dis pas cela sur la base d'informations privilégiées. Le régime israélien, je veux dire l'une des choses qu'on entend toujours, c'est que les Israéliens gagnent et que la résistance perd. Et je pense que nous savons tous que l'Iran perd depuis presque 50 ans maintenant. Nous sommes toujours en train d'imploser, de nous effondrer. Oui, nous nous effondrons toujours. Au moins le récit occidental est cohérent. Nous perdons toujours. C'est toujours une défaite pour nous. Mais si l'Iran perd, alors pourquoi le régime israélien n'a-t-il pas poursuivi la guerre? Pourquoi les Américains n'ont-ils pas poursuivi la guerre? Je veux dire, si je gagnais une guerre et que je considérais cet ennemi comme existentiel, alors je terminerais le travail. C'est évident. Mais ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils ne le pouvaient pas, parce qu'ils ont perdu. Et Steve Bannon, je crois qu'au moins à 2 reprises, 2 que j'ai vues, il est très bien informé. Il a dit que Trump avait sauvé Netanyahou. Il a sauvé le régime israélien parce que le régime israélien se faisait écraser. Et pendant les derniers jours, les Iraniens n'avaient plus besoin de tirer autant de missiles, car presque tous passaient à travers. Ils apprenaient comment fonctionnaient les défenses aériennes israéliennes et américaines, et presque tout ce qu'ils tiraient atteignait sa cible. De plus en plus d'informations révèlent que certains de ces missiles iraniens ont frappé des sites très sensibles et que les dégâts ont été bien plus importants qu'ils ne l'avaient admis au départ. Aujourd'hui, les Iraniens sont mieux préparés qu'auparavant. Et une autre chose, Danny, souviens-toi, il y a 23 ans, lorsque Bush a prononcé son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès. C'est à ce moment-là qu'il a utilisé pour la première fois le terme « axe du mal ». Il visait l'Iran et l'Irak de Saddam Hussein, leur propre agent. Il lui avait fourni des armes chimiques pour faire la guerre à l'Iran.
Puis, ils se sont retournés contre lui. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais vos jeunes spectateurs devraient simplement se souvenir qu'ils lui ont donné des armes chimiques à utiliser contre les Iraniens et les Irakiens. Et plus tard, ils ont envahi le pays et l'ont détruit au nom des armes chimiques qu'ils n'avaient plus. Il y avait donc l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. L'Iran était vraiment au centre de l'animosité occidentale à cause de la Palestine, parce que l'Iran était indépendant, le seul pays véritablement indépendant de la région, et probablement, à certains égards, le pays le plus indépendant du monde, mais aussi à cause de la position de l'Iran sur la Palestine. Eh bien, aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent plus se concentrer sur l'Iran comme ils le faisaient à l'époque, car c'était le moment unipolaire. C'était l'apogée de la puissance américaine, et l'Iran était isolé. Désormais, les États-Unis et l'Occident concentrent leur énergie sur la Russie, sur la Chine, et même maintenant sur l'Inde, le Brésil et d'autres régions. Ils n'ont plus la puissance qu'ils avaient il y a 22 ou 23 ans. Ils peuvent bien dire que l'Iran s'effondre, mais ce sont eux qui ont des problèmes. Et la résistance ne disparaîtra pas. Ces experts de think tank aux États-Unis, j'ai entendu cette personne, Sajadpour, qui dit souvent des absurdités, et d'autres. Je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, car je ne suis pas ces gens-là, mais ils n'arrêtent pas de dire que l'Iran est faible. Eh bien, nous entendons cela depuis de nombreuses années. Mais ce que je vois, c'est un États-Unis profondément divisé. Ce que je vois, c'est un États-Unis où la classe moyenne s'est effondrée. Ce que je vois, c'est un États-Unis où lorsque Charlie Kirk est assassiné, le discours tourne entièrement autour d'Israël. Le récit du FBI est totalement faux. Et peu importe qui a commis le meurtre, ce n'est certainement pas ce qu'ils prétendent. Le fait que les gens pointent immédiatement du doigt le régime israélien montre à quel point les régimes politiques de Washington et d'Israël sont discrédités, quel que soit l'auteur. Que vous écoutiez Candace Owens et soyez complètement convaincu ou non, c'est une toute autre question. Vous avez un pays profondément divisé, où les forces armées entrent dans les villes, où chaque fois que Trump ouvre la bouche contre la Chine, le marché boursier chute. Ce ne sont pas les États-Unis qu'un Français avait autrefois qualifiés d'hyperpuissance. Nous ne vivons plus dans ce monde-là. Donc, peu importe ce qu'ils disent dans ces think tanks occidentaux, ils ne gagnent pas, ils perdent. Ils ont perdu les cœurs et les esprits du monde. Leurs économies sont en difficulté, surtout celles des Européens, et ils perdent sur le plan militaire. Ils deviennent de plus en plus désespérés. Vous savez, tout ce discours sur les Tomahawks et tout le reste, la stupidité des régimes occidentaux et l'escalade qu'ils mènent, mais ils perdent. C'est le point que j'essaie de faire valoir. Cet empire, qui a duré des centaines d'années, s'en prend à la majorité mondiale, mais il s'en prend aussi à son propre peuple. Les gens en Occident commencent à s'en rendre compte. Les peuples du monde entier commencent à s'en rendre compte. Ils n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient autrefois. Alors ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur l'Iran, sur l'axe de la résistance. Nous perdons toujours, nous sommes toujours vaincus. Très bien, qu'ils continuent à le dire. Mais au bout du compte, si le régime israélien frappe l'Iran, ils peuvent tuer beaucoup d'entre nous, ils peuvent réduire beaucoup d'entre nous au silence, mais ils perdront la guerre. Et il y aura des personnes meilleures que moi qui se lèveront, feront entendre leur voix et poursuivront la lutte contre le régime d'apartheid. Ce régime finira par s'effondrer. Ils comptent vraiment sur les sanctions, les États-Unis en particulier. Ils misent énormément sur les sanctions. Trump a récemment déclaré que l'Iran voudrait venir à la table des négociations parce que ces sanctions sont si dévastatrices. Eh bien, selon des experts qui suivent la situation, le boom pétrolier de l'Iran reprend
la production revenant au niveau de 2024, avec la Chine et la Russie comme principaux acheteurs. Donald Trump lui-même, à la Knesset, a dit quelque chose dans ce sens. Il a affirmé que l'Iran est prêt à capituler, en substance. Cessez de financer leurs mandataires militants et reconnaissez enfin le droit d'Israël à exister. Ils doivent le faire. Ils doivent le faire. Et à l'Iran, et comme vous le savez, ce n'est pas dit par faiblesse, il n'y a aucune faiblesse. Mais je vais dire ceci, nous sommes prêts quand vous le serez, et ce sera la meilleure décision que l'Iran ait jamais prise. Et cela va arriver. Cela va arriver. C'est le type qui a dit sur Truth Social « reddition inconditionnelle ». Oui, oui. Quand le régime israélien et les Américains lançaient leur guerre contre l'Iran, alors que l'Iran était encore en train de négocier, il a dit « reddition inconditionnelle ». Je pense qu'il est important de prendre du recul et de se demander ce que les États-Unis et Israël veulent réellement de l'Iran. Trump a été honnête dans ce message sur Truth Social pendant l'agression israélienne. Ils veulent une reddition inconditionnelle. Leur problème avec l'Iran, c'est que l'Iran est souverain. C'est ça leur problème. Ils n'aiment pas les pays souverains qui prennent leurs propres décisions. Ils préfèrent les vassaux. Ils aiment les pays comme l'Égypte, la Jordanie, les régimes du Golfe et les Européens, l'Union européenne. Tous ces petits caniches qui font ce qu'on leur dit. C'est ce qu'ils veulent. Ils détestent les pays souverains. C'est pour ça qu'ils détestent l'Iran. C'est pour ça qu'ils détestent la Chine. C'est pour ça qu'ils détestent la Russie. C'est pour ça qu'ils détestent le Venezuela. Et ils ont donné le prix Nobel de la paix à cette femme sioniste fanatique d'extrême droite qui dit que si elle arrive un jour au pouvoir au Venezuela, elle va tout vendre aux entreprises américaines, surtout le secteur pétrolier. Elle le dit ouvertement. Alors bien sûr, ils l'adorent pour ça. Et elle veut l'aide de Netanyahou. En gros, les États-Unis et Israël disent, s'il vous plaît, envahissez le Venezuela. Oui, en gros. Et ça en dit long sur la Norvège d'ailleurs. Et cela en dit long sur les peuples très civilisés, le prix Nobel de la paix et tout le reste. 100%. Mais c'est là l'essentiel. Alors la question est, l'Iran est-il prêt à renoncer à sa souveraineté en échange de promesses de, je ne sais pas, davantage de fast-food à Téhéran ou de tout ce qu'on obtient en rejoignant l'Empire américain en déclin? Donc l'Iran est-il prêt à renoncer à sa souveraineté? L'Iran est-il prêt à trahir ses principes? L'Iran est-il prêt à s'incliner devant Israël? L'Iran est-il prêt à se soumettre à une figure erratique et délirante comme Donald Trump? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'être un expert de l'Iran pour savoir qu'il n'existe probablement presque aucune base pour cela en Iran. Oui, il peut y en avoir quelques-uns. Dans chaque pays, il y a quelques personnes délirantes qui vénèrent les États-Unis et pensent que les États-Unis sont comme Dieu. Mais je soupçonne que la grande majorité des Iraniens ne veulent pas renoncer à leur souveraineté et ne veulent pas se soumettre aux États-Unis et à Israël. Maintenant qu'ils souhaitent plus d'ouverture culturelle, une exposition à différents modes de vie, ou quoi que soit d'autre qui m'amène chez Bilers, c'est celui-ci voir nécessaire que veut voir hittetmi que it's worth ou se rendre. Bon. À partir de cet ensemble très basique de principes, je ne vois pas comment l'Iran serait disposé à faire ce que Donald Trump dit vouloir qu'il fasse. Et même si l'Iran disait « d'accord, nous voulons conclure un accord, nous voulons simplement en finir avec tout ça », comment conclure un accord avec ces gens quand on ne sait pas d'un jour à l'autre s'ils vont s'y tenir ou s'ils vont vous tuer pendant que vous négociez avec eux? C'est donc complètement délirant. Et je soupçonne qu'à Téhéran, à Pékin, à Moscou, dans des pays du monde entier qui ne sont pas déjà des caniches ou des vassaux des États-Unis, on comprend qu'il ne faut pas nécessairement se lancer dans une guerre totale avec les États-Unis.
On veut éviter cela, comme on éviterait un animal blessé et dangereux. On veut rester aussi loin que possible. Mais on ne va certainement pas se livrer à lui. Les médias israéliens l'ont eux-mêmes dit, professeur Marandi. L'attention est en train de se déplacer, même s'il y a toutes sortes de tentatives pour brouiller le récit. La priorité d'Israël, c'est tirer de Israël Hayom, se déplace vers l'Iran alors qu'une nouvelle guerre se profile. Je veux simplement lire ce passage où il est dit qu'il semble placer Israël et l'Iran sur la voie d'une confrontation renouvelée, avec une accumulation de missiles balistiques par l'Iran. Et puis, bien sûr, il y a les discussions en cours sur l'enrichissement à Natanz et sa reconstruction. Et ensuite, bien sûr, les sanctions ou l'absence de sanctions contre l'Iran, les négociations en cours avec l'Europe et les États-Unis étant considérées comme des déclencheurs possibles. Tout cela ressemble simplement à des récits recyclés. Pour être très bref, s'il y a une autre guerre, je suis sûr que les Israéliens massacreront des innocents, comme ils le font. Pour tuer un seul scientifique, ils ont massacré 70 personnes dans un immeuble. C'est simplement ce qu'ils sont. Comme au Liban, lorsqu'ils bombardaient des immeubles résidentiels et les faisaient s'effondrer, et que les journalistes occidentaux à Beyrouth appelaient cela des bastions du Hezbollah, ils savaient qu'ils mentaient eux aussi. Tout comme le régime israélien, car leurs fixeurs venaient de ces quartiers, leurs chauffeurs venaient de ces quartiers. Ils savaient qu'ils bombardaient des civils. Ainsi, en Occident, s'ils détruisent ou font s'effondrer un immeuble à Téhéran, ils appelleront cela un coup de maître en matière de renseignement, au lieu de ce que c'est réellement, à savoir un massacre de masse. Parce que tout le monde a un foyer, tout le monde. Vous savez, les gens vivent dans des maisons ordinaires à Téhéran, tout comme dans d'autres pays. Une chose que j'aimerais aborder très brièvement, c'est que l'un des éléments mis en lumière est la destruction de ce stéréotype orientaliste en Occident, notamment parmi les élites occidentales. On dit toujours qu'en Occident, il existe une société civile, des contre-pouvoirs, et que l'État n'est pas dépendant des individus, ce genre de discours. Mais bien sûr, ce sont des oligarchies, comme nous l'avons constaté, surtout aujourd'hui aux États-Unis, où les oligarques sionistes prennent de plus en plus le contrôle. Et comme Trump l'a lui-même admis en Palestine, nous avons vu le régime israélien assassiner des commandants en Iran, à Gaza, au Liban. Nous les avons vus assassiner des politiciens, des scientifiques et des membres de la société civile. L'Iran ne dépend d'aucun individu. Le Hezbollah et la résistance ne dépendent pas d'individus. Même si Sayed Hassan Nasrallah était l'un des plus grands hommes de notre époque, Gaza et la Palestine ne dépendent pas d'individus. Même si Yahya Sinwar est une icône de la résistance pour le monde, il y a des milliers de Yahya Sinwar, des milliers. Nous sommes tous Nasrallah, et en Iran, c'est la même chose. Alors, la prochaine fois qu'ils attaqueront, ils perdront. Il ne fait aucun doute que le régime israélien perdra. Alors pourquoi attaquerait-il probablement? Parce que ce régime n'est pas rationnel. Les sionistes ne sont pas rationnels. Ils provoquent leur propre destruction. Le fait que le monde les méprise vient de leur propre stupidité, parce qu'ils ne se comportent pas de manière rationnelle depuis 2 ans maintenant. Netanyahou se bat pour sa survie politique, pour éviter la prison. Il s'est allié aux plus fanatiques des fanatiques, mais ils sont en train de détruire le régime israélien. Nous ne devrions donc pas nous attendre à ce que des gens irrationnels se comportent de manière rationnelle. Je veux simplement souligner encore une fois que la solidarité des personnes du monde entier a été absolument cruciale pour provoquer ce changement mondial en faveur de la libération palestinienne et pour isoler les gouvernements. Oui, ils restent très puissants, mais ces gouvernements qui soutiennent ce régime génocidaire sont de plus en plus isolés et exposés
même face à leur propre population. Je veux donc remercier tout le monde et dire, continuez. Votre solidarité fait la différence. Ne relâchez pas vos efforts. Nous devons continuer. Rien n'est encore résolu. Ce n'est qu'un répit pour le peuple de Gaza et plus largement pour le peuple palestinien. Et lorsque la Palestine sera libérée, je crois vraiment que ce sera la clé de la libération sous de nombreuses formes pour les peuples du monde entier, pour nous libérer de l'emprise de cet empire assoiffé de sang. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Même simplement du point de vue de pays comme la Chine, la Russie et l'Iran, qui cherchent à construire un monde multipolaire, libérer la Palestine est vraiment la seule voie. C'est en réalité dans l'intérêt des États-Unis. Oh, et cela aussi, que le régime israélien s'effondre complètement. C'est dans l'intérêt des États-Unis, dans l'intérêt de l'Europe, dans l'intérêt de tout le monde. Bien sûr, oui. Et surtout, peut-être, aux côtés des Palestiniens, c'est dans l'intérêt des Juifs qui s'opposent à ce régime génocidaire.